Haro sur Matteo Salvini. Face à la fermeté du ministre de l'Intérieur italien, les foudres n'arrêtent plus de tomber. Tout est bon pour essayer de discréditer le nouvel homme fort européen. Alors que les Insoumis sont réunis pour leurs amphis d'été, les attaques pleuvent contre Emmanuel Macron. L'objectif de Jean-Luc Mélenchon est clair, être le premier opposant au président de la République lors des élections européennes. Madame, monsieur, bonsoir. C'est le nouveau diable européen. Depuis son arrivée au pouvoir, le chef de file de la Ligue italienne, Matteo Salvini, s'est attiré les foudres de tous les européistes immigrationnistes. Face aux attaques permanentes, le ministre de l'Intérieur italien poursuit sa route. Immigration, catastrophe de Gênes, tous les coups sont permis contre Matteo Salvini. La fermeté du ministre de l'Intérieur a du mal à passer. Malgré la pression des principaux pays européens, le leader italien ne cède rien face au programme qu'il souhaite appliquer. Programme pour lequel il a été élu. Première et principale zone de turbulence, l'immigration. Alors que l'Italie doit faire face depuis de nombreuses années aux vagues migratoires venues d'Afrique, le changement de politique bouleverse la donne. Matteo Salvini refuse tout débarquement de clandestins sur le sol italien. Une attitude que la France, l'Allemagne et Bruxelles rejettent en bloc, même si les peuples sont majoritairement opposés à l'accueil de clandestins. Pour poursuivre ses objectifs, Matteo Salvini n'épargne pas les critiques à l'égard des navires prétendument humanitaires tels que l'Aquarius. Ces bateaux, d'abord présentés comme allant à la rescousse des exilés naufragés, se sont révélés rien de moins qu'un des principaux maillons de la chaîne des vagues migratoires. En effet, depuis plusieurs années, les clandestins sont récupérés dans les eaux territoriales africaines, souvent libyennes, avant que quelques naufrages ne se soient déroulés. La politique zéro migrant de Salvini, malgré un soutien évident de la population italienne, est prise pour cible par les médias et les corporations, y compris celles dont on ignorait l'existence. C'est ainsi que jeudi, les gardes-côtes italiens ont fait connaître leur colère à l'égard des décisions du ministre de l'Intérieur, quitte à ajouter quelques imprécisions. En effet, Salvini refuse que les clandestins débarquent en Italie, mais a toujours accepté que les navires accostent dans les ports en cas de nécessité pour se réapprovisionner en vivres ou en carburant. Et si la propagande contre Salvini se nourrit majoritairement des oppositions de l'élite vis-à-vis de sa politique migratoire, les médias ont su faire feu de tout bois. Ainsi, ils n'ont pas hésité à instrumentaliser la catastrophe de Gênes du viaduc qui s'est effondré en faisant 43 morts. Certains invoquaient alors des propos de Beppe Grillo qui aurait lutté contre la réfection des infrastructures pour discréditer le gouvernement de coalition formé par la Lega et le mouvement 5 étoiles. L'emploi du temps de Salvini a ensuite été sujet à débat. Le leader avait en effet un dîner avec les militants de la Lega le soir du drame. Image sortie de leur contexte, accusation en cascade, l'opposition n'a pas hésité à réclamer la démission de Salvini. Mais qu'il s'agisse de l'opposition italienne ou des dirigeants européistes de Bruxelles, les critiques n'impriment pas. Salvini a été acclamé à la cérémonie d'hommage aux victimes de Gênes et la population semble toujours majoritairement derrière lui, envers et contre tous. Jean-Luc Mélenchon mise sur le rassemblement à l'occasion des amphis d'été de la France Insoumise. Le député de Marseille a lancé les premières offensives en vue des élections européennes de mai 2019. Objectif, s'unir pour terrasser Emmanuel Macron. Une stratégie à double tranchant. Thibaut Bastide. Qui n'aime pas Macron me suive, voilà en substance la volonté de Jean-Luc Mélenchon. À l'occasion de l'université d'été de la France Insoumise à Marseille, celui qui se revendique opposant numéro 1 au gouvernement a lancé son plan de bataille en vue des élections européennes de l'année prochaine. Et l'insoumis en chef n'a pas de temps à perdre. Ainsi, jeudi, lors de sa rentrée politique, Jean-Luc Mélenchon a abattu sa première carte, celle du rassemblement. Pour le leader trotskiste, la prochaine échéance électorale doit servir de référendum anti-Macron. Cependant, le député de Marseille souffre d'une image trop radicale de tribun mégalomane, une posture qui a montré ses limites dans le passé, surtout pour parvenir à rassembler la gauche. Pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, l'insoumis en chef a déjà lancé plusieurs appels du pied, notamment en direction des restes encore fumants du Parti socialiste. Un parti à la dérive sans véritable ligne de conduite, contrairement à ce que revendique la France insoumise, dont la liste est
déjà formé avec les 2 premières places sans doute occupées par Manuel Bompard et Charlotte Girard, 2 très proches du leader insoumis. Si la base est établie, Jean-Luc Mélenchon a promis un front le plus large possible sans sectarisme, de quoi adoucir un discours jugé parfois trop dur. Et cela porte ses fruits puisque des écologistes, un communiste et des socialistes ont pris part aux tables rondes organisées à l'occasion des amphis d'été du parti d'extrême gauche. Des transfuges de gauche donc, mais plus fort encore puisque Jean-Luc Mélenchon a réalisé un véritable coup de com' en attirant 2 députés les Républicains, Marianne Dubois, élue de la 5e circonscription du Loiret, et Olivier Marleix, député de la 2e circonscription d'Eure-et-Loir. Et cette nouvelle ligne stratégique a été plutôt bien accueillie par les militants et les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Pas sûr cependant que cela suffise pour inquiéter Emmanuel Macron lors des élections européennes. En effet, le président de la République bénéficie toujours d'une solide base d'électeurs qui l'ont élu justement pour sa bienveillance à l'égard de l'Union européenne et pour son positionnement consensuel. À court terme, la stratégie de Jean-Luc Mélenchon peut s'avérer payante pour s'imposer comme l'adversaire numéro 1 d'Emmanuel Macron, une position pour laquelle il va falloir ferrailler contre le Rassemblement national. Un nouveau nom pour un ancien régime, le Swaziland, le petit État enclavé entre l'Afrique du Sud et le Mozambique, s'appellera dorénavant l'Eswatini. Un changement qui n'aura pas d'influence sur le système de monarchie absolue, malgré des oppositions de plus en plus virulentes. Le Swaziland n'est plus, vive l'Eswatini à l'extrême sud-est du continent africain. Ce petit État enclavé entre l'Afrique du Sud et le Mozambique, à la superficie près de 2 fois inférieure à celle de la Belgique, totalise une population de moins d'1 500 000 habitants. Un pays dont on parle peu et pourtant, depuis plusieurs mois, un vent de révolte souffle sur la capitale Mbabane et ses 95 000 habitants. Syndicats et partis d'opposition, officiellement interdits, appellent à boycotter les élections législatives de septembre qu'ils considèrent comme une mascarade. Et pour cause, 55 députés sont élus localement sous le contrôle de 3 chefs traditionnels inféodés au roi Swati III. Les 10 autres députés sont directement nommés par Sa Majesté, tout comme les 2 tiers des sénateurs et des juges. Le mécontentement face au régime dépasserait aujourd'hui le simple cadre des agglomérations et gagnerait les campagnes. Si la nature politique de monarchie bananière absolue du Swaziland n'est pas nécessairement le premier élément remis en cause, c'est plus l'accaparation des richesses par le roi et ses oligarques, qu'il s'agisse de sa famille ou de son cercle restreint, qui dérange. L'économie du pays est ainsi tournée vers les petits cercles du pouvoir et les simples dépenses de fonction de la présidence représentent pas moins de 8% du budget national. Le cercle d'affaires profitant des richesses du pays ne concernerait qu'une quinzaine de milliers de personnes. La principale richesse nationale est la canne à sucre qui représente 18% du PIB du pays et fait vivre 200 000 personnes. 200 000, c'est aussi le nombre de personnes qui dépendent de l'aide alimentaire internationale dans le pays. 63% y vit d'ailleurs sous le seuil de pauvreté, quand plus d'un quart des Swazilandais sont porteurs du sida. Outre la canne à sucre, le pays dispose aussi de cultures de coton, du tabac et du maïs, faisant ainsi du domaine primaire le premier employeur du pays, avec 80% de l'emploi national. Le Swaziland développe également le secteur agroalimentaire et le textile. Quant aux activités de services, elles totaliseraient à elles seules pas moins de 40% du produit national brut. Le principal partenaire étranger du Swaziland est l'Afrique du Sud, qui totalise les 9/10 de ses importations. L'Union européenne, peu regardante sur les qualités démocratiques de certains de ses partenaires, est le 2e partenaire commercial du Swaziland, qui totalise plus de 14% de ses exportations vers le vieux continent. Outre les inégalités d'ordre économique et social, le roi attise également des rancœurs du fait de ses pratiques personnelles, notamment sa tendance lourde à la polygamie, couplée d'une véritable obsession pour la morale qui l'a poussé à interdire le divorce ou encore le port de la mini-jupe. Adepte de pratiques relevant de la sorcellerie, Swati III profite de célébrations traditionnelles pour se fournir en jeune vierge pour garnir son harem. En cas de refus des familles, celles-ci se voient infliger des mesures vexatoires. La possibilité d'un soulèvement pour les élections législatives de septembre reste cependant hypothétique dans un pays où le budget des forces de l'ordre atteint tout de même 5% du budget national. Et à présent, passons en bref avec Thibaut Bastide. Passons en bref. Marc Dutroux tente le tout pour le tout. Le Belge condamné à la prison à perpétuité pour avoir été le tortionnaire de 6 fillettes va envoyer une lettre aux familles de ses victimes pour reconnaître son entière et accablante responsabilité. Une démarche qui s'inscrit dans le cadre de sa demande de libération conditionnelle qu'il réclame depuis 2012.
Le SAMU ne répond plus. En 2016, 4,6 millions d'appels adressés aux services d'urgence sont restés sans réponse des opérateurs, soit près d'un appel sur 6. Les départements d'outre-mer sont particulièrement concernés avec 57,30% d'appels non décrochés à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe et 37,39% à Fort-de-France en Martinique. À Paris, seulement un appel sur 2 est pris en charge. Le président du SAMU France, François Braun, a démenti ces chiffres, expliquant qu'il y avait des milliers de faux appels et d'appels sans interlocuteur, sans compter le manque d'effectifs dont souffre le service d'urgence. Un prêt caravane pour les gens du voyage, ce n'est pas un mythe. Certaines caisses d'allocation familiale proposent véritablement une aide financière pour l'achat d'une caravane. Ces prêts peuvent aller jusqu'à 6 000 € et le remboursement s'effectue par retenue automatique sur les prestations familiales. N'étant pas à une dépense publique supplémentaire, ces aides peuvent exceptionnellement se faire sous forme de dons. L'embaumement des momies dévoile ses secrets. Une équipe internationale de chercheurs vient de mettre au jour la recette utilisée pour conserver les corps à partir d'une momie vieille de 5500 ans exposée au musée de Turin en Italie. Il s'agit d'huile végétale, de résine de conifères chauffée, d'extraits de plantes aromatiques et d'une mixture de gomme mélangée à du sucre. Une recette qui serait apparue 1500 ans avant les précédentes certitudes. Et voilà, on approche déjà de la fin de cette édition. Comme chaque vendredi, vous pouvez vous procurer le quotidien présent de fin de semaine à la une. Trappes, la ville la plus djihadiste d'Europe. Et dans un instant, vous pourrez savourer le dernier best-of de l'été. Après une année de débat dans Tête à Clash, animé par Franck Tanguy, retrouvez les meilleurs moments de l'émission avant la reprise de la saison. Et il n'y a pas d'extrait évidemment, donc on continue avec une nouvelle chronique de la France de Campagnol avec Christian Combaz. Et le moment de se quitter. Merci pour votre fidélité. Bonne fin de semaine à tous. À lundi. Bonsoir. Bonsoir. Je vous ai parlé, il me semble, de cet ex-journaliste du Midi Libre qui passe pour un peu complotiste, mais justement, nous avons eu une discussion à plusieurs en terrasse sur le sens de cette expression, et j'avoue qu'il a marqué quelques points parce qu'il nous a interrogés sur ce qu'on reprochait aux complotistes ou aux prétendus tels. Il a fait les questions et les réponses, et il faut admettre qu'il posait les bonnes questions et qu'il apportait les bonnes réponses. Il nous a dit en gros que reproche-t-on aux complotistes? De croire qu'on leur cache la vérité, une vérité interdite, et qu'on les mène en bateau. Eh bien, la dernière fois, nous dit-il, que j'ai été accusé de complotisme, c'est ici même au bar, il a désigné mon voisin qui lui avait en effet balancé l'accusation infâme de complotisme à propos de l'affaire Macron. Benalla, plutôt. La dernière fois qu'on s'est foutu de moi, a-t-il continué, on m'a dit « Mais oui, bien sûr, tout le monde s'est ligué pour te cacher une vérité que tu es seul à connaître. » Alors si vous voulez bien, nous a-t-il dit, on va oublier pour l'instant la vérité que je serai seul à connaître pour s'intéresser à ce que les membres du gouvernement et l'entourage du président ont eu à nous cacher. Eh bien, on m'a dit, il n'y a rien à cacher, c'est tout dans ta tête. Désolé, mais c'est pas dans ma tête que le préfet de police, par exemple, de Paris, dise « je ne connais pas ce monsieur » et que le surlendemain, on publie une carte où il s'adresse à ce monsieur, justement, en l'appelant « cher ami ». Ce n'est pas dans ma tête, dit-il encore, que les policiers se déplacent pour une perquise au domicile du monsieur, qui leur dit « j'ai pas la clé » et qui, dans la nuit, fait déménager son coffre par un ami dont il ne veut pas donner le nom. Ce n'est pas dans ma tête non plus que le procureur de Paris dit que le déménagement d'un coffre avant une perquisition ne mérite pas un complément d'enquête. Ce n'est pas dans ma tête non plus qu'on assiste pendant tout l'été à des débats sur LCI avec des représentants du Point ou du Figaro qui parlent de l'affaire sans jamais mentionner l'existence de ce fameux coffre déménagé. Alors l'un de nous, toujours le même, celui qui l'avait accusé de complotisme, lui a dit « Alors, il y a quoi dans ta tête en ce moment ?»
Ne change pas de sujet, lui, répond le journaliste. À ce moment, c'est moi qui vous parle, qui suis intervenu entre les deux, et j'ai dit, laisse-le, il va nous le dire. Et en effet, notre ex-Midi Libre, là, qui est quand même un peu au courant de toutes les entourloupes de la presse quand elle veut allumer un contre-feu, nous a dit, déjà, si tu écoutais les commentaires des chaînes de télévision les plus vendues, tu étais stupéfait d'entendre tous les quarts d'heure que le président bossait, qu'il organisait des réunions bilatérales, qu'il prenait des bains de foule spontanés, qu'il avait mieux à faire que de répondre à des questions sur Benalla, parce que, ainsi qu'encore, un type qui parlait à Trump ne s'abaissait pas à ça. Oui, cette ânerie a été proférée par une chaîne. Un type qui parle à Trump ne répond pas aux questions du Parlement. En fait, a conclu notre ami journaliste, l'affaire est tellement sérieuse qu'ils en ont réveillé une autre pendant l'été pour détourner l'attention. Comme ils voudraient éviter qu'on revienne à la rentrée avec la question « Benalla, qu'est-ce que tu as fait du coffre ?» Ils te disent que le secrétaire général de l'Élysée est en plein conflit d'intérêts sur des histoires d'armateurs, selon tout le monde se fout complètement. D'abord parce qu'on le savait, ensuite parce que c'est fait pour lancer l'opinion sur une autre piste. Tu n'as pas vu, mais tous les titres bien orchestrés ont dit « l'affaire qui risque de faire plus de mal à l'Élysée que l'affaire Benalla ». En fait, nous dit-il, ils souhaitent remplacer l'une par l'autre, et notre ami a conclu par la fameuse expression « je te fiche mon billet », ce qui m'a paru convaincant, assez en tout cas pour que je vous en parle. Ça s'appelle Campagnol TVL et c'est sur YouTube. Merci.